Le Point vous est présenté par Infomaniac, le cloud éthique. Nos primes maladie en Suisse, c'est l'histoire sans fin. Chaque automne, c'est le même refrain. Les assurances augmentent, les citoyens défaillent, les politiques promettent. Et puis l'année d'après, eh bien, ça recommence. On réaugmente et ça n'est pas près de se terminer. Mais jusqu'où pourrons-nous le supporter? Que font nos politiques? Sommes-nous otages d'un système qui nous profite de moins en moins à nous, citoyens suisses? 19% d'ailleurs d'entre nous renoncent aujourd'hui carrément à se faire soigner, malgré les milliers de francs qu'ils injectent chaque année dans leurs assurances maladie. La raison, eh bien, des franchises trop élevées. Sommes-nous au contraire responsables de ce qui nous arrive? On peut voir ça aussi comme ça. Plus on consomme et plus ça coûte cher. Et manifestement, on consomme beaucoup, notamment en Suisse romande. Faudrait-il donc se limiter? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et bienvenue à tous nos invités ce soir. Le grand plaisir de recevoir deux parlementaires éreintés après 3 semaines de session à Berne. Mais non, vous êtes toujours en pleine forme. Céline Amodru, bienvenue. Vous êtes la vice-présidente de l'UDC Suisse, évidemment aussi conseillère nationale genevoise, et vous siégez notamment à la commission de la sécurité sociale et de la santé, celle où tout se décide presque concernant notre système de santé. Estelle Revard, ravie de vous recevoir. Bonsoir. Aussi, vous êtes également conseillère nationale genevoise, socialiste, aussi en pleine forme. Ça, c'est la discipline de la musicienne, on rappelle. Vous êtes violoncelliste et particulièrement investi dans la défense des pauvres en Suisse, une part croissante de nos concitoyens. Vous venez d'ailleurs de sauver en session le budget que le Conseil fédéral voulait sacrifier pour les plus précaires. Antoine Hubert, le mâle, parmi nous ce soir. Bonsoir. Bienvenue. Venu exprès à cette heure indue du Valais, merci beaucoup. Vous êtes l'un des tycoons de la santé privée en Suisse, à la tête du groupe Swiss Medical Network. Les cliniques de Genelier dans le canton de Vaud, Beaulieu à Genève, c'est vous. Le réseau de soins de l'Arc entre Berne, Jura et Neuchâtel, c'est vous aussi. Ces réseaux de soins, c'est en fait aujourd'hui décrit comme l'alpha et l'oméga des réformes du système de santé. On va évidemment en discuter. Un système de santé que vous connaissez bien, Stéphanie Bonneau, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes une grande spécialiste du secteur, docteur en médecine, professeur à l'Université de Lausanne et chef du département épidémiologie et système de santé à Unisanté Lausanne. Vous avez été également à la tête du département santé du canton de Vaud, sous l'égide de Pierre-Yves Maillard. Et vous avez publié il y a une année presque tout juste, Crise du système de santé, canton et confédération. Il est encore temps chez Georg. Il était encore temps, mais qu'avez-vous fait, Céline Amodru, depuis une année, vous qui vous indigniez l'année passée, justement en 2023, à l'occasion de ces annonces, réclamant un moratoire sur les primes. Résultat, rien, ou plutôt 7% d'augmentation. Effectivement, la population est en droit de se poser des questions. Que fait le politique? Parce qu'on sait qu'avant les élections, on a tous des magnifiques programmes pour expliquer comment on va réussir à baisser les coûts de la santé. Et donc, ça se répercute sur les coûts des primes. Et la réalité est que chaque année, à la fin de l'été, on a cette mauvaise série qui arrive. On sait que ce sera une fin mauvaise pour la population, qui est devant le fait accompli. On annonce l'augmentation des primes. J'ai envie de dire quand même, lorsqu'on parle de la santé, on ne doit pas oublier un élément. Il y a la qualité des soins en Suisse. Et ça a un coût. Aujourd'hui, je crois qu'en Suisse, si vous interrogez la population est contente de notre système de santé. On est content de la rapidité et de l'accessibilité aux soins qu'on peut avoir. Et ça, on doit quand même le reconnaître. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. On peut voir dans nos pays voisins. Et de ce fait, la qualité, ça a un coût. Maintenant, c'est clair que l'augmentation des primes, elle devient insoutenable pour la classe moyenne. C'est vraiment la classe moyenne qui est mise devant le fait accompli. Son pouvoir d'achat, on se bat tous pour le pouvoir d'achat, est mise à mal jour après jour. Et on sait que dans son pouvoir d'achat, dans ses factures à la fin du mois, eh bien, l'assurance a un prix important. Et donc effectivement, j'avais demandé, d'ailleurs je n'étais pas la seule, c'est pas une idée de la droite, c'est une idée de plusieurs partis, le gel des primes, un moratoire. Donc moratoire qui veut dire que c'est provisoire, c'est pas constant, mais pour un peu contraindre
toutes les parties à se mettre autour de la table. Vous allez me dire, mais vous ne faites pas ça à Berne depuis des années. La réalité, c'est que la droite a une vision pour comment réduire les coûts ou baisser les primes. Donc, la gauche a une autre vision et on n'arrive pas, c'est un domaine où, objectivement, on n'arrive pas à trouver de consensus. Et donc, il ne se passe pas grand-chose. Mais il faut quand même, je le redis, la population n'est pas prête à réduire la qualité. Je ne suis pas prête à réduire la qualité. Je veux maintenir ce système. Ça a un coût, mais ça ne veut pas dire qu'on doit mettre les gens devant le fait accompli. On doit trouver des solutions. Alors, on va y revenir sur cette question de qualité. Mais Estelle Reva, je vous pose la même question. À quoi est-ce que vous servez, hein? Parce que année après année, c'est votre ministre, d'ailleurs socialiste, aujourd'hui Elisabeth Baumschneider, mais avant c'était Alain Berset, qui vient nous expliquer que la bouche en cœur, il va falloir augmenter. À quoi est-ce que vous servez donc, vous, les politiques à Berne et notamment le Parti socialiste? Alors je crois que ce n'est pas un scoop. Hein. Le PS est minoritaire au Conseil fédéral et au Parlement. Et mais vous êtes à la tête de la santé. Oui, mais comme je l'ai dit, Mme Baumschneider, elle fait partie d'un collège gouvernemental et le PS est minoritaire au Conseil fédéral et au Parlement. Et à partir de là, je crois qu'il faut être honnête, le PS peut être une force de proposition. Et je crois qu'elle n'a pas failli à sa tâche. Ces derniers temps, elle a proposé beaucoup de choses, notamment sur 2 axes. D'abord, le mode de financement de ces primes qui sont un peu plus égalitaires. Je ne crois pas qu'on puisse dire que voilà, une personne qui gagne 4 000 francs par mois et une 25 000 francs par mois qui paye la même prime, ce n'est pas tout à fait juste. Alors, il y a eu cette initiative de plafonnement des primes. Il y a un projet de caisse publique qui est en train d'être élaboré. Et puis, Mme Omodru le disait, la qualité des soins. Alors, finalement, comment maîtriser les coûts sans péjorer la qualité des soins? Le PS a apporté plusieurs pistes de réflexion. C'est le prix des médicaments. Est-ce que c'est OK qu'un médicament générique soit 2 fois plus cher en Suisse que dans les pays voisins? Il y a ce manque de coordination entre les spécialistes et puis les soins de base finalement. Est-ce que c'est OK que par manque de coordination, on se retrouve avec des examens qui soient faits à double, à triple? Tout ça, ça augmente les coûts et ça ne bénéficie pas à la qualité des soins pour le patient. Donc il y a des pistes. Après, le problème, c'est que propose la droite? Effectivement, j'ai envie de dire quand même, pendant la campagne électorale, il y avait 2 partis principaux qui se sont engagés pour le pouvoir d'achat, c'était le PS et l'UDC. Si on se rappelle, mathématiquement, les 2 partis ensemble, ça fait une majorité. Il se trouve que le PS a fait des propositions qui n'ont pas été suivies par l'UDC, donc le PS a toujours été minorisé. Et puis si on regarde là les propositions concrètes de la droite, que ce soit au niveau du Conseil fédéral ou du Parlement, qu'est-ce qu'on a? La Confédération, elle veut moins contribuer finalement aux subsides de primes maladie. Qu'est-ce que ça fait? Des primes plus élevées pour la population, à la fin moins de pouvoir d'achat. Qu'est-ce que la droite vient de proposer au Parlement? Eh bien, d'augmenter la franchise minimale. Qu'est-ce que ça fait? Plus de contributions de la part des gens au coût de la santé, moins de pouvoir d'achat. Sur cette question du système suisse de qualité, les Suisses sont ceux qui, en Europe, investissent le plus par mois dans leur santé. Justement, Stéphanie Monod, est-ce qu'ils en ont pour leur argent? Est-ce qu'on a le meilleur système en Europe aujourd'hui en Suisse? Bon, de toute façon, c'est toujours des constructions sociales. Donc, on aime bien le dire en Suisse, on aime bien se rappeler qu'on a le meilleur système de santé du monde. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Si on regarde en comparaison des 10 meilleurs systèmes de santé au monde, on est maintenant à la 9e place, alors qu'on était 2e, en fait, en 2014. Et ça, c'est en lien direct avec ce qui a été dit tout à l'heure. C'est des questions de coordination des soins, c'est des questions de digitalisation, c'est des questions de prévention. Et je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. En fait, on est en train de payer, et on voit l'impact sur le système de santé suisse aujourd'hui, le fait qu'on n'a pas de politique de santé en Suisse. Et ce n'est pas parce que les parlementaires défaillent, c'est parce que la Confédération n'a pas de compétence santé. Elle a la compétence de régler les choses autour de l'assurance sociale, qui est l'assurance Lamal, mais il n'y a pas de compétence d'avoir une politique de santé au niveau national en Suisse. Et ça veut dire qu'on n'arrive pas à faire avancer ce système par rapport à une pression énorme qui vient appuyer sur celui-ci. Et je pense que c'est là la question du débat. Antoine Hubert, justement, est-ce que c'est normal que les Suisses consacrent autant d'argent, une famille revenue, disons, qu'à entre 150 et 180 000 à Genève, sans subside, va payer jusqu'à 20%, peut payer jusqu'à 20% de son revenu net, justement, en assurance maladie. Est-ce que ça, c'est un système qui fonctionne ? Je ne vais pas rentrer dans les débats politiques parce que je ne fais pas de politique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un système de santé en Suisse qui a un certain retard par rapport à l'évolution d'autres systèmes de santé dans le monde.
et qui est resté finalement avec un mode de fonctionnement qui date de 30 ans, hein, l'introduction de la LAMAL. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Alors que la technologie a évolué, la structure de la population a évolué également, la durée de vie active a augmenté, etc. Ce qui est sûr, c'est que les experts, les politiciens, les gens qui parlent de santé sont souvent des gens qui sont extérieurs au système et qui ont une connaissance très lacunaire du système. Surtout que le système suisse, ça demande vraiment d'y être plongé pour le comprendre, parce que c'est un système qui est très compliqué, avec l'intervention de la Confédération, des cantons, des assurances maladie, des assurances complémentaires, etc. La chose qui est sûre, c'est que les coûts de la santé, c'est le résultat de la consommation. Donc tout le monde a une responsabilité dans les coûts de la santé, à commencer par le consommateur, donc le client, qui veut avoir un hôpital universitaire à côté de chez lui. Donc on va se retrouver avec 26 hôpitaux universitaires, etc. Il y a une demande de la population, et ensuite, bien évidemment, ça fait monter les primes. Mais les primes ne sont que le reflet de la consommation. On ne sert à rien de tirer sur les assurances, parce que l'assureur ne fait que de distribuer sur l'ensemble de la population la génération des coûts. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ces coûts ? Parce qu'il y a des moyens, parce que comme on est resté avec un système qui a aujourd'hui 30 ans dans son mode de fonctionnement, on peut améliorer beaucoup l'efficience du système sans réduire le niveau de prestation, mais en coordonnant. Et pour coordonner, on ne peut pas coordonner avec des ordonnances, on ne peut pas coordonner avec des contrats, etc. Pour coordonner une activité, il faut être dans le même bateau. Il faut que les gens soient dans le même écosystème pour pouvoir le coordonner. Et on l'a démontré avec le réseau de l'Arc, puisque l'assurance Viva n'a pas augmenté ses primes en 2025, donc on reste avec nos primes de 2024. Nous n'étions pas les meilleurs marchés en 2024, mais en 2025, nous sommes les meilleurs marchés, toutes catégories et toutes catégories de franchises confondues dans la région de l'Arc jurassien. Nous lançons le même système au Tessin avec une prime qui est la deuxième prime, la meilleure marché pour une personne de 30 ans avec une franchise de 300 francs, derrière une assurance Agrisana. Donc, il y a moyen de le faire en évitant les doublons, etc. Pour ça, il faut changer les incitatifs. Aujourd'hui, vous avez une assurance, qu'elle soit publique, privée, ça vient au même, l'assurance a l'obligation de payer. Donc, la personne va se faire soigner, l'assurance doit payer. Il n'y a pas de coordination entre les acteurs, donc j'arrive chez un médecin, je n'ai pas pris mes analyses avec moi. Le plus rapide, parce que la priorité c'est de soigner le patient, le plus rapide c'est de refaire les analyses. Alors, on refait les analyses, on les refacture. Le médecin, ça ne le dérange pas puisqu'il est repayé. Le laboratoire, ça ne le dérange surtout pas parce qu'il est repayé, etc. Et puis le patient, ça ne le dérange pas non plus parce qu'il n'a pas besoin de retourner à la maison chercher où est-ce qu'il a mis ses analyses. Et puis il a des résultats, puis on va le soigner. Donc ça l'arrange aussi. Mais il y a énormément de perte d'efficacité dans tout ça. Et donc, déjà, sans parler de faire des réformes mirifiques et de changer le cadre légal, on a démontré avec le réseau de l'Arc, et on va le démontrer dans le Tessin avec Viva au Tessin, qu'on peut faire quelque chose dans le cadre légal actuel, sans rien changer, mais simplement en fédérant et en consolidant les différents acteurs, pour devenir plus efficient, pour avoir moins d'overheads, donc de frais de management, etc. Quand tout est dans la même société, eh bien, ça coûte moins cher. Et le consommateur garde le choix, puisque on va avoir c'est maintenant que les Athéniens s'atteignirent, je vais dire, c'est-à-dire qu'on a une période de 2 mois de souscription. Voilà, la vérité, ça va être, est-ce que dans l'Arc jurassien, on va perdre des assurés? Est-ce qu'on va en gagner? Combien on va en gagner? Et ça sera la preuve de qualité. Si on triple nos assurés dans le Jura, on pourra dire, bien, on a fait quelque chose de juste. Si on perd 10% de nos assurés dans le Jura, on va dire, on a fait quelque chose de faux. Alors, et ça, justement, c'est ce que peut faire aujourd'hui, ce qu'on peut faire aujourd'hui, dans le cadre actuel aujourd'hui, sans changer rien du tout, on peut le faire. Regrouper les hôpitaux ensemble, oublier les frontières cantonales. J'ai appris, par exemple, récemment que Oberargau, c'était dans le canton de Berne.
intuitivement, je pensais que c'était dans le canton d'Argovie. C'est proche d'Arau, mais les gens d'Oberargau sont obligés d'aller à Berne parce qu'on a une planification cantonale, alors qu'ils sont à 15 minutes d'un hôpital dans le canton d'Argovie. Donc, je pense qu'il faut que tous ces acteurs, qu'ils soient publics ou privés, se regroupent par région pour créer des pôles de compétences, des organisations de santé et suivre ce modèle d'organisation de santé où là, on n'est plus à la course à l'acte, finalement, qu'on est aujourd'hui dans notre système, mais on est dans une course à la qualité pour pouvoir gagner des nouveaux membres, gagner des nouveaux affiliés. Mais avant de faire réagir Stéphanie Monod, comment est-ce que vous faites votre profit, justement ? Parce que vous n'êtes quand même pas une organisation d'utilité publique. Donc, comment est-ce que vous générez du profit sur ces systèmes de réseau de soins en faisant baisser les coûts ? Il y a deux choses différentes. Vous avez d'une part l'assurance Viva, qui est une assurance assurance de base alternative, qui a été faite par Visana pour le réseau de l'Arc et pour les autres réseaux. Et vous avez d'autre part le réseau. On a publié également les chiffres du réseau de l'Arc, qui reste un hôpital public, à disposition de la population. Il y a absolument très très peu d'assurés complémentaires. Et le réseau de l'Arc a également augmenté sa profitabilité dans les chiffres noirs avec un bénéfice. Pourquoi ? Parce que la coordination des soins que nous faisons pour les 1500 membres qu'on a profite à tout l'établissement. On a revu 240 processus pour les améliorer parce que ce qu'on apprend dans les soins coordonnés, on peut le répliquer dans les soins non coordonnés et ça amène aussi de l'efficience. Alors Stéphanie Monod, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que c'est vrai que ça nous est présenté pas seulement le réseau de soins de M. Hubert, mais il y en a d'autres qui se développent un peu partout. Ça nous est présenté un petit peu comme l'alpha et l'oméga. Est-ce que c'est vraiment la bonne piste aujourd'hui ou bien c'est une nouvelle usine à gaz qui va nous générer beaucoup de... Non, je pense que c'est l'évidence de travailler ensemble. Et les initiatives comme le réseau de l'Arc, comme les HC, comme Genève maintenant fait, en fait, c'est vraiment effectivement les acteurs qui essayent, avec un acteur assureur, d'offrir cette dimension des soins intégrés. Le problème que je vois, c'est qu'on lie ça à un modèle d'assurance et puis qu'on lie ça à finalement des prestations dans un territoire plus ou moins homogène, mais pas forcément en fait en termes de répartition, par exemple, d'autorité des cantons. Et donc, en fait, on risque de se retrouver ensuite en Suisse avec, je ne sais pas, moi, 10, puis 15, puis 20 de ces petits réseaux territoriaux qui ont une certaine patientèle dedans, mais on n'a pas de vue globale. Alors si on y va à ce rythme-là en Suisse, je vous dis que dans 15-20 ans, on y est encore à essayer de créer à la force du poignet ces réseaux de soins, alors qu'en fait, c'est vraiment les modèles, effectivement, en termes d'efficience, de coordination, d'investissement dans la prévention, c'est l'évidence. Mais là, on laisse que des acteurs privés s'auto-organiser, et on ne peut pas le critiquer, franchement, c'est bien, mais c'est à cette vitesse-là, on n'est pas rendu. Et en fait, on va aussi créer, si vous regardez peut-être au niveau d'un territoire cantonal, peut-être qu'on aura un réseau, puis deux réseaux. Si je prends le canton de Vaud, il y a plusieurs hôpitaux, donc on va se retrouver avec ça. Puis on aura des gens qui ne seront pas dans les modèles. Alors les gens qui ne sont pas dans les modèles, ils sont pris en charge dans ces réseaux, ils ne sont pas pris en charge dans ces réseaux. Ça va rajouter une couche de complexité, déjà qu'on ne s'y retrouve pas dans les questions d'autorité, de que doit faire le canton, que fait la Confédération, et puis maintenant ces acteurs qui sont là. Et c'est pas l'initiative que je critique, mais c'est la complexité maintenant et l'illisibilité complète du système qu'on a. Illisible, je vous fais juste réagir et après je donne la parole à Céline Moudru. Illisible, donc je veux dire, il ne s'agit pas d'acteurs privés, puisque dans le réseau de l'Arc, on part bien à la base d'un hôpital public, 100% public, et qui est 100% public et qui s'est ouvert aussi à des privés, donc il ne s'agit pas du tout d'acteurs privés. D'autre part, 80% des problèmes de santé sont des problèmes qui peuvent être résolus localement et régionalement. Donc je pense que c'est très bien qu'il y ait des clusters régionaux. Pour les problèmes plus complexes, on envoie les patients dans les hôpitaux universitaires ou dans d'autres hôpitaux. Il n'y a aucun problème. Et je veux dire, je ne vois pas où est la complexité. On a un modèle d'assurance. On a signé une lettre d'intention en octobre 2022. Il a été live 14 mois plus tard.
alors que le Parlement discute depuis 20 ans des problèmes. 14 mois plus tard, le truc était live. Ça a généré des vocations, et j'en suis heureux. Vous avez les établissements de la Côte, donc l'ensemble hospitalier de la Côte, hôpital de Morges, qui a également constitué un réseau avec des centres médicaux, etc., et qui se lance là-dedans, c'est très bien. Dans un grand canton comme le canton de Vaud, ou dans une grande région comme la région de l'Arc lémanique, il peut très bien y avoir plusieurs couches, plusieurs réseaux. Un réseau qui se fait autour du CHUV, un réseau autour du HUG, un réseau autour de Hirslanden. Mais écoutez, l'efficience, elle se traduit par le PNL. Bien sûr qu'on sera efficient. Si ces réseaux sont en concurrence, ils devront être efficients. Ils devront être efficients pour grandir, pour offrir de la qualité, etc. C'est la concurrence qui pousse à l'efficience. Pourquoi aujourd'hui tout le monde a une banane, une orange sur sa table? C'est parce qu'il y a une concurrence entre les prestataires. Il y a un duopole, hein. Il y a Migros et Coop, et c'est assez remis en question quand même sur la concurrence. Un duopole, mais il y a quand même Aldi, il y a Lidl, il y a tous les épiciers du coin. Il y a 40 ans, on disait qu'ils allaient mourir, les épiciers, et aujourd'hui vous avez des épiceries locales dans les quartiers qui fleurissent. Donc je veux dire, non, je pense que pendant la guerre, il y avait des dispensaires pour distribuer de la nourriture, parce que c'était un problème, mais si on a des prestataires qui sont capables d'offrir des prestations, eh bien, laissons-les se faire concurrence, laissons le marché, comme l'a dit Madame Reva, la majorité en Suisse est de droite, on a choisi d'être un État libéral. Si on choisit d'être un État socialiste, une majorité de gauche, c'est un État socialiste et on mène une autre politique. Mais aujourd'hui, en état de fait, la Suisse est un pays à majorité de droite qui a choisi une voie capitaliste. Et donc, dans la santé, on a une voie hybride qui empêche le marché de fonctionner. Ouais, mais justement, il ne serait pas temps de clarifier, Céline Maudru, la santé aujourd'hui, c'est un bien public ou bien c'est un bien, justement, un bien de consommation comme un autre et il faut laisser le marché se développer ou au contraire reprendre la main, que l'État reprenne la main de façon un peu plus déterminée? Tout ce qui est étatisé n'est pas forcément bon. J'ai envie de vous dire, je vois mal. Je n'ai pas connu de système où dans lequel l'État fait tout, on ait des performances meilleures, une qualité meilleure. Moi, je peux que remercier en tant que citoyenne d'avoir des entrepreneurs comme M. Hubert qui met des systèmes à disposition, une qualité de soins et qui permettent à la population d'avoir une diversité et un choix. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir le choix. Et c'est clair que moi, je me pose à toute étatisation, je me pose à toute, prime, une caisse unique, parce que je pense que c'est des systèmes qui ne marchent pas. Alors j'ai entendu Madame Reva qui dit oui, la gauche a proposé beaucoup de choses et tout. Nous sommes minorisés, nous sommes pas. Enfin, vous avez 2 conseillers fédéraux, nous en avons 2. Vous êtes à la tête de département depuis maintenant passé 15 ans. Je pense qu'il faut chacun qu'on prenne tous nos responsabilités. Et là, l'idée n'est pas de dire la gauche ou la droite a raison, c'est de voir qu'on est en échec total dans un système. On est en échec pour trouver des solutions. Et donc, fort heureusement, dans un pays qui est de majorité droite, il y a des acteurs qui prennent les choses en main et qui vont vers des solutions pour la population. Maintenant, il ne faut peut-être pas oublier une chose, c'est que ceux qui ont le pouvoir, c'est la population. Des votations, il y en a eu énormément ces derniers temps. Et la population, elle a refusé les 10%. Elle a refusé l'initiative du centre. On refuse, les populations dans des votations cantonales, elles refusent de fermer des hôpitaux, elles refusent de fermer des cliniques parce qu'on a envie d'avoir la qualité, l'accès rapide, la proximité avec nos hôpitaux. Donc toutes les décisions qui sont soumises à la population, qui semblent au Parlement comme étant des possibles solutions, sont aujourd'hui refusées. Donc, ce qui démontre que le Parlement est un peu en échec face à cette situation et aux solutions de la santé, et que donc, fort heureusement, aujourd'hui, il ne faut pas se dire on va vers une étatisation, mais vers un système où on laisse les entrepreneurs proposer des solutions s'il y a des résultats. Et s'il y a des résultats, les gens iront. Et je crois que M. Hubert l'a bien démontré. Si les gens rejoignent le système, c'est parce que ce sera forcément moins cher. S'ils ne le rejoignent pas, c'est que ce sera un échec.
Oui, c'est vrai, Estelle Reva. Finalement, est-ce que les Suisses ne sont pas très contents parce qu'on a eu un sondage au moment, en 2023, au moment de l'annonce des primes. 80%, selon Blick, je crois, disaient qu'ils voulaient une caisse unique, plus d'étatisation. Et puis après, les initiatives, toutes proposées par la gauche ou par le centre, sont bypassées. On a réélu un Parlement à droite. Est-ce que finalement, les Suisses, aujourd'hui, sont très satisfaits d'avoir un système de santé qui leur coûte cher, certes, mais qui, finalement, leur convient en l'état? Ils n'ont pas l'air d'être très satisfaits. Dans les votations, dans l'urne, alors effectivement, il y a ce paradoxe. Il y a eu deux opportunités pour la population de reprendre la main. C'était notamment ces deux initiatives au mois de juin qui ont été toutes les deux balayées. C'est dommage pour ces textes, mais c'est aussi un signal qui est envoyé au monde politique que peut-être il y a encore une marge de résilience. Moi, j'aimerais revenir sur une chose. À la question de savoir plus d'État ou moins d'État finalement dans le financement de la santé, si on regarde en comparaison européenne, on se rend compte que la moyenne européenne donc, de financement par l'État et par les cotisations salariales, c'est environ 50%. Il y a des pays qui vont bien au-delà, la Suède 85%, la Suisse on est à 35%. Ça veut dire qu'effectivement la population met vraiment la main au porte-monnaie pour financer activement la politique de santé, les soins, le coût des soins. Et ça, c'est une réalité. Et si on voit l'impact que ça a sur les gens, concrètement, on voit par exemple que les gens qui sont surendettés, qui appellent la fêtière concernée, les primes maladie, c'est la deuxième raison des appels après les impôts. Un tiers finalement, des endettements sont liés aux primes maladie. C'est énorme. Et si on voit, en 2019, le PS avait déposé une interpellation pour demander au Conseil fédéral qu'est-ce qu'il comptait faire, parce que quand même, ça avait un impact très important. Le Conseil fédéral s'est dit très inquiet, mais qu'il comptait rien faire et que le statu quo allait très bien. Il fallait voir venir. Et en fait, on voit venir, entre 1997 et maintenant, les primes ont explosé de 175%. C'est énorme. Donc, il y a ce paradoxe. On voit dans les faits, les gens sont de plus en plus endettés à cause des coûts de la santé. Ils vont de moins en moins se faire soigner. C'est une personne sur 5 qui renonce à des soins pour des raisons financières. Dans un pays aussi riche que la Suisse, ça interpelle. Mais effectivement, la population, au moment où on lui propose de reprendre les choses en main, elle vote non, elle donne ce signal. Au moment des élections, c'est pareil. Je veux dire, la majorité de droite, comme l'a dit M. Hubert, c'est une réalité. C'est le peuple qui a envoyé ses représentants. Voilà, moi je suis interpellée de me dire, effectivement, deux partis mettaient le pouvoir d'achat au centre de leur programme, le PS, l'UDC, après il y a des législatures qui se passent. On voit les complètement différentes. Vous êtes plus pour de subventions, plus d'étatisation, et nous sommes pour diminuer les impôts, plus de liberté. Donc nous n'avons pas la même approche et la même conception par rapport au pouvoir d'achat. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à se rejoindre, tout particulièrement dans le domaine de la santé. Alors on a des approches différentes, mais la réalité, c'est que le pouvoir d'achat des personnes diminue. Les prix augmentent. Et donc, à un moment, il faut se demander qui fait les propositions en faveur de la population. Et effectivement, le peuple juge, le peuple élit, le peuple vote. Donc, voilà. Mais Antoine Hubert, justement, vous compariez la santé aux légumes, la nourriture. Aujourd'hui, un citoyen sur 5 en Suisse, et ça peut même aller jusqu'à 30% si on inclut les frais de santé dedans, renonce à se faire soigner malgré les primes qu'il paye. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on imaginerait qu'on laisserait un citoyen sur 5 ne pas manger en Suisse? Non, c'est pas normal. Et c'est pour ça qu'il y a des services sociaux et des subventions. Mais je crois... D'abord, je voudrais juste souligner une chose. Le réseau de l'Arc, c'est une initiative qui a été démarrée par Pierre-Alain Schneck. C'est lui qui a mis ensemble les hôpitaux de Saint-Imier-de-Moutier, qui a ouvert les médicentres et qui a fait tout le travail lorsqu'il était président de l'hôpital du Jura bernois, le travail de maillage dans le territoire, etc. Et donc, ce n'est pas un projet privé, c'est un projet public-privé. Mais il faut souligner aussi les choses, c'est qu'on a à Berne la chance d'avoir un conseiller d'État qui s'occupe de la santé, qui a une réelle expérience du terrain et de la santé, parce qu'en ayant été président de l'hôpital du Jura bernois, il a compris quels étaient les enjeux d'un hôpital sur le terrain. La seule personne qui a ces compétences au Conseil fédéral, on lui a donné les affaires étrangères. D'accord ? Donc, je pense qu'il faudrait maintenant que, moi je rejoins Pierre-Yves Maillard, que les experts se taisent et qu'on laisse la place aux gens qui sont sur le terrain.
Pierre-Yves Maillard, il a une bonne connaissance, c'était lui le patron du CHUV. Donc il a occupé un poste de direction d'un hôpital, donc il sait vraiment ce qui se passe aussi. Mais la plupart des politiciens qui parlent de santé sont des gens qui n'ont pas ou qui n'ont plus de contact avec le monde réel. On ne trouvera pas de solution si on n'implique pas les acteurs du terrain. Le réseau de l'Arc, on l'a créé avec les médecins, les infirmières, les gens qui sont sur le terrain, avec les patients. On a des focus group, on interroge les patients, on interroge la population pour savoir de quoi ils ont envie. Donc il faut descendre de la stratosphère et commencer à travailler sur le terrain. Le problème, c'est que justement, tous les acteurs de terrain ont des intérêts différents et on voit ça au Parlement. J'aimerais juste rebondir parce qu'effectivement, peut-être les politiciens ne sont pas tous médecins, mais enfin, c'est quand même la politique de milice et c'est aussi la beauté de notre système, c'est de dire que on travaille à côté, pas tous dans le métier de la santé, mais enfin, c'est notre système et franchement, je ne pense pas qu'il faut le remettre en question. Maintenant, où je rejoins M. Hubert, c'est que je reviens à cette idée de gel de primes, qui est contestée d'ailleurs par la droite et j'ai été soutenue par la gauche, pour vous dire que la santé, je ne pense pas que c'est une question de droite ou gauche et je pense qu'il y a des bonnes idées partout. Mais l'idée, c'est exactement ce que dit M. Hubert. C'est vous êtes un peu dissidente dans votre parti, parfois. Eh bien, ça m'arrive. Qu'est-ce que vous voulez enfin, voilà, enfin, bon, bref, c'est pas la question là. La question, c'est de se dire, c'est de contraindre les professionnels de se mettre au milieu de la table, d'arrêter de prendre des faux spécialistes ou des faux lobbyistes, mais de dire maintenant vous mettez tous autour de la table et vous venez avec des solutions. Et tant aussi longtemps qu'on n'a pas de solution, on gèle les primes. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas payer de primes, attention, c'est-à-dire qu'on n'accepte plus l'augmentation. C'est provisoire. Alors c'est clair que c'est pas très apprécié par les assurances. J'ai eu de grandes discussions, mais j'ai dit écoutez, si vous devez tenir 1 ou 2 années sur les réserves, je pense qu'on peut le faire. Mais l'idée, c'est d'arriver avec une solution. Et sans cela, vous allez continuer dans un système où la droite et la gauche vont se diviser sur des principes idéologiques que chacun a. Je ne suis pas là pour dire que ceux de la gauche ou ceux de la droite sont meilleurs. C'est juste un constat et qu'on n'arrive pas, au sein de ce Parlement, à dégager des solutions concrètes pour la population. Et c'est pour ça qu'on est élu. Et c'est ce qui me dérange. Et là, j'aimerais qu'on sorte de ce clivage gauche-droite, de dire voilà, non, on est plus de gauche, on est plus de droite, dire non. Si on veut que les gens puissent payer décemment les primes et avoir un pouvoir d'achat décent à la fin du mois, parce que je crois que c'est la volonté de tout politicien, enfin j'ose l'espérer, eh bien, c'est maintenant d'arriver avec des propositions concrètes. Et pour ça, on a besoin de sortir de ce clivage gauche-droite. On a besoin de professionnels qui viennent avec des propositions concrètes, qu'on les teste. C'est ça notre mission, je pense, aujourd'hui. Ok, mais est-ce que ça a une chance de s'appliquer dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent? Je vais vous dire, on devait voter sur 2 propositions durant cette session, celle de Mme Michaud-Gigon et la mienne. Et malheureusement, mon texte, qui était le suivant, n'a pas été traité durant cette session. Donc on va le traiter malheureusement qu'en décembre. Mais je veux dire, on verra comment les parlementaires se comportent. Parce que, comme je l'ai dit, avant les élections, tout le monde trouve cette idée fantastique. Mais bien sûr, votez pour moi, je vais geler vos problèmes. Arrivées les élections, j'ai 4 ans, mon parti a pris du poids, les 2 plus grands partis, c'est l'UDC et le Parti socialiste. Enfin, je ne dis pas qu'on s'en fiche, mais d'un seul coup, cette priorité n'en est plus une. Et on revient avec nos thèmes ADN. Et là, on a vu les annonces des primes. Alors, tous les partis se sont offusqués. Tous les partis sont venus avec des nouvelles propositions ou pas. On a vu, enfin, de gauche-droite, on les aime pas, c'est un autre débat. Mais à un moment donné, il faut passer de la parole à l'acte. Il faut arrêter de faire des grandes théories. Il faut maintenant voter correctement pour trouver des solutions. Et donc, moi, je vais affronter mon propre parti, la droite, parce que là, je veux dire, la droite, nous, ce qu'on ne veut pas, c'est perdre notre deuxième pilier, la LPP. On voit que ça a été, alors là, je n'aime pas utiliser ce terme, mais balayé. On ne veut pas de caisse unique. Mais si à un moment donné, on ne vient pas avec des propositions et des solutions pour la population, on va se retrouver avec tout ce qu'on ne veut pas. Donc je pense que nous, il faut aussi prendre nos responsabilités. Et la gauche, elle continuera de faire des propositions qui seront refusées, mais peut-être à chaque fois un peu moins. Céline Amodru, elle est en train de vous manger le pain dans la gamelle. Non, mais je suis contente d'entendre Madame Amodru qui ouvre cette porte. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Madame Amodru est souvent très courageuse sur les questions sociales. On le voit quand les petites lumières s'allument au moment du vote. Et je salue ce courage parce que c'est aussi en ouvrant ces portes qu'on arrive à mener un dialogue et qu'on arrive à trouver des solutions. Et je crois que son envie de trouver une solution pragmatique, elle est partagée par la gauche. C'est vrai que quand on est une force de proposition, on propose, mais d'un autre côté, il faut aussi savoir écouter quand il y a d'autres propositions qui viennent de l'autre côté. Et j'espère qu'on sera à la hauteur des attentes de la population parce que ce qu'a dit Madame Amodru, c'est tout à fait juste. Au moment des
élections, il y a des tas de belles promesses de part et d'autre avec des slogans magnifiques. Et une fois que les gens sont élus, malheureusement, ils campent sur leur position. Et on devient presque, moi j'ai l'impression, dans une sorte de préparation des prochaines élections avec des slogans bien tranchés. Parce que finalement, quand on tombe d'accord, quand on arrive à ce consensus, ben, on a presque l'impression de décevoir la frange de l'électorat vraiment de base, qui aime une certaine opposition aussi. Et je pense que c'est très important sur un sujet comme ça, qui a vécu des tensions depuis de nombreuses années, sans solution, d'arriver voilà, à se tendre la main, à trouver un consensus. Et au moment où les lumières vont s'allumer, ben, finalement, il y aura du vert partout. Et ça sera une solution qui sera du coup équilibrée parce qu'elle tiendra compte de toutes les visions du monde, de toutes les visions du système. Et je salue ça et j'espère vraiment qu'il y aura quelque chose qui pourra aboutir. Love story. Mais comment casser ces lobbies? Parce que M. Hubert disait qu'il n'y a pas assez de spécialistes. On reproche souvent aux parlementaires, au contraire, d'être beaucoup trop proches des milieux intéressés, que ce soit la pharma, que ce soit les assurances, que ce soit les médecins, etc. Comment est-ce qu'on casse ces intérêts particuliers? Comment est-ce qu'on peut leur, justement, arriver à réunir et reprendre un tout petit peu la main sur ce dossier-là, très concrètement, très vite? Je ne pense pas qu'on peut casser les lobbies en Suisse, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce n'est pas forcément un gros mot d'ailleurs, lobby. Mais le lien entre les décisions et les lobbies. Moi, je salue aussi cette initiative de dire maintenant on bloque tout et on se met autour de la table. Ça met une pression énorme pour trouver des solutions. Parce que moi, j'ai envie de vous dire, Monsieur Hubert, vous êtes d'accord, c'est une initiative de Schneck à Berne, c'est l'hôpital public, on se met d'accord. Si ça pouvait couvrir en plus le territoire de la population locale, ce serait juste parfait, parce que la population locale, elle pourrait être d'emblée attachée à ce réseau de soins. On investirait de l'argent public, de la prévention, puis ça viendrait, disons, consolider ce réseau, ce serait extraordinaire. Or là, on est dans un système où on est obligé de laisser ces systèmes de multi-assurance, donc se mettre en concurrence, et c'est finalement dommage. Donc en fait, on n'est pas très loin, à partir de ces réseaux de soins, de faire des vrais réseaux territoriaux d'offres de soins, dans lesquels on puisse enfin réinvestir aussi ce discours de la prévention, qu'on ne sait pas où investir en Suisse, parce qu'on a de la peine à l'endosser, alors que je crois qu'on est à peu près d'accord qu'on a intérêt à avoir une population en bonne santé, même si on se bat beaucoup autour de la LAMAL et donc des prestations sanitaires avec des patients. En fait, on appelle tous de nos voeux à ce qu'il y ait plus de prévention. Donc je pense qu'effectivement, et on restera dans un système libéral, hein. Quand on parle d'étatisation en Suisse, moi j'ai pas trop peur, quoi. On n'est pas près d'y arriver. Par contre, ça ne veut pas dire que l'État, au sens large, la Confédération, les cantons, les parlements, puissent avoir une certaine vision d'un système de santé qu'on veut avoir, avec des acteurs libéraux. Mais c'est évident qu'en Suisse, on restera avec ce tissu libéral, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'établir des priorités pour lesquelles on se mettrait d'accord. Et s'il y a ce gel des primes, se mettre d'accord, ce sera forcément quand même établir une forme de vision. Et ce qui est intéressant là, c'est de dire, OK, alors si on s'engage vers ça, ça veut dire, vous êtes redevable de quoi? Vous êtes redevable de quoi? Mais ça reste des acteurs privés. Mais par contre, ils sont redevables à un système, puisqu'en fait, le système, c'est un impôt obligatoire qui est un des plus injustes qu'on ait auprès de la population. Donc c'est à peu près normal que les gens se posent la question de savoir qui est responsable de quoi. Et ça, je pense que le Parlement peut, en faisant des initiatives aussi fortes que celle-là, mettre un système en place où on sait qui répond de quoi. Et aujourd'hui, on ne sait pas. La FMH, on ne sait pas de quoi elle répond. Les H+, on ne sait pas de quoi ils répondent. La pharma, on ne sait pas de quoi ils répondent. Et c'est ça le problème. Un système inégalitaire, Céline Amoudru, justement, on le dit souvent aussi dans le prélèvement, hein, c'est vrai que c'est l'un des seuls prélèvements qui n'est pas sous forme d'impôt, donc pas progressif. Du coup, on doit donner des subsides, etc. Est-ce que ça ne serait pas plus simple et surtout plus égalitaire qu'on paye nos primes chaque mois en fonction de notre revenu, comme ça se fait en Allemagne d'ailleurs? Bon, je crois que la population s'est déterminée il y a peu de temps sur un maximum, elle l'a refusé. C'était pas la même chose, c'était les cantons qui payaient la différence. Vous voulez mettre un impôt supplémentaire à la fin. Parce que j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, celui qui paye des impôts et qui a de l'argent, il paye plus d'impôts. Donc, à un moment donné, vous pouvez continuer le système à dire on va faire payer toujours plus les mêmes personnes. Les gens payent leurs primes tous les mois, donc c'est une forme d'impôt. Simplement, par exemple, moi, je vais payer la même prime que quelqu'un qui va gagner 4 fois mon salaire. J'entends, mais vous n'allez pas payer les mêmes impôts.
Et dans les impôts, que cette personne qui gagne 4 fois plus que vous, elle va soutenir tout ce qui est étatisé, elle va soutenir les infrastructures et elle va déjà payer. Moi, je comprends cette volonté de dire aujourd'hui, on paye notre assurance en fonction de nos revenus. Mais dans ce cas, on va aussi remettre à plat le montant de l'assurance parce que vous ne pouvez pas toujours ponctionner les mêmes. Il faut quand même voir que la pyramide au niveau des impôts, si vous prenez Genève, il y a quand même un tiers de la population qui ne paye pas d'impôts. Toutes ces personnes ne payent pas de primes, elles ont des subsides. Voilà, exactement. Donc pour lesquels là, on paye. elles ne sont pas touchées. Elles ne sont absolument pas touchées. La réalité, c'est la classe moyenne. C'est celle-là qui est ponctionnée. Mais elle est ponctionnée au niveau des primes, mais elle est ponctionnée au niveau des impôts, elle est ponctionnée au niveau de tout. Donc il faut effectivement revoir tout le système. Donc moi, j'ai pour ambition, mais ça c'est la vision de la droite, c'est de diminuer les impôts, diminuer les taxes, et bien évidemment. Mais je ne pense pas que vous allez dire à cette classe moyenne, alors vous allez devoir payer peut-être un peu plus parce que d'autres ne peuvent pas, parce qu'eux, ils ne peuvent plus. Eux, ils sont à quelques francs par mois. Ceux d'en haut, non. Alors justement, la question aussi, est-ce qu'on ne doit pas se limiter tout court, hein, même Elisabeth Baumschneider, on le voyait dans sa conférence de presse il y a quelques jours, relevait ça. D'ailleurs, elle répondait à un de vos journalistes, Jonas Follonier, de la GFI, parce que vous n'êtes pas seulement un tycoon de la santé, vous avez aussi des médias. On l'écoute, Elisabeth Baumschneider. Je pense que dans cette responsabilité commune, oui, on peut se poser la question, quand est-ce qu'on se rend aux urgences, ou bien quand est-ce qu'on va dans sa pharmacie, ou bien quand est-ce qu'on prend un médicament, ou bien quand est-ce qu'on a choisi un modèle justement de caisse maladie qui nous met dans un réseau. On sait aussi qu'il y a des régions qui se sont organisées, le réseau ARC ou autre, qui limite peut-être certaines prestations, mais qui donne aussi accès à certaines autres prestations. Donc pour moi, ce n'est pas une cure d'austérité, mais par contre, il faut absolument éviter les doublons. En plus, elle vous fait de la pub. Hein. Effectivement, elle remet aussi la question de la responsabilité individuelle du citoyen. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on n'est pas responsable aussi de ce qui nous arrive en surconsommant et surtout peut-être du côté roman de la Sarine ? Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que de plafonner les primes ou de bloquer les primes ne changeront rien, puisque les primes sont la conséquence d'un dysfonctionnement ou d'une surconsommation. Donc il faut s'attaquer à la cause du problème et non pas à la conséquence du problème. Pour s'attaquer à la cause du problème, comme on est dans un pays riche et qu'on a énormément dépensé jusqu'à maintenant, on a moyen d'augmenter l'efficience sans rationner, sans priver, sans réduire les prestations, etc. L'exemple du réseau de l'Arc est un exemple. Cette année, nous réalisons des économies de 10% sur les coûts de nos assurés, au contraire, en leur donnant des services supplémentaires, mais en coordonnant les soins, en évitant les pertes. Mais la responsabilité individuelle, elle est évidemment très importante, parce qu'il faut se rendre compte que chaque acte que l'on fait, chaque consommation, a un effet ensuite sur le système de la santé. Mais souvent, le consommateur, donc le patient, génère des frais par manque de guide, parce qu'on ne le guide pas. Il y va, son enfant est malade, il se précipite aux urgences. Mais c'est une réaction normale. On ne lui a pas expliqué ou on ne lui a pas donné un numéro de téléphone auquel on lui dit « Voilà, si vous avez un problème, vous appelez ce numéro ». La grande différence, par exemple, dans le réseau de l'Arc, c'est le navigateur de santé. Chaque membre du réseau de l'Arc a un médecin qui peut appeler pour demander. Et ce médecin va pouvoir décider, est-ce qu'il faut vraiment que ce patient soit pris en charge dans une structure lourde? Est-ce que je peux lui envoyer des soins à domicile pour régler son problème, etc. Et cette coordination, c'est quelque chose qui coûte rien. Ça coûte rien, ça fait économiser énormément de choses. Votre médecin de tri, il va le faire en toute bonne foi ou bien il va le faire en sachant qu'il a des impératifs quand même de réduction des coûts? Mais non, il va le faire en toute bonne foi et on ne parle pas de supprimer des prestations, on parle de faire des prestations plus efficientes. En Suisse, le gros problème, c'est le stationnaire. On est le vice-recordman du monde du stationnaire, les recordman étant les Allemands. On hospitalise 1,4... En matière de quoi? Hospitalisation, stationnaire. On hospitalise 1,4 million de personnes par année pour une population de 9 millions. D'accord? Donc c'est environ 15% de la population qui va se faire hospitaliser chaque année. Des fois, c'est les mêmes qui vont plusieurs fois, etc. Vous prenez en France, vous avez maintenant 70%
de l'activité qui se fait en ambulatoire. Et vous avez beaucoup moins de séjours stationnaires. Aujourd'hui, tout va vers le stationnaire. Pourquoi? Parce que le stationnaire bénéficie d'un tarif qui est meilleur que le tarif ambulatoire. Et donc, on construit des hôpitaux stationnaires. On ne construit pas des centres ambulatoires, mais des hôpitaux stationnaires. Si on vient de refaire un nouvel hôpital gigantesque, l'Inselspital a construit un nouvel hôpital gigantesque qui ensuite, comme la nature a horreur du vide, se remplit d'employés et d'activités déficitaires. Je suis désolée de vous couper là, monsieur Hubert, mais en général, on est dans les hôpitaux publics, on est plus vite renvoyé à la maison que dans les cliniques privées. Non. Alors, pas du tout, parce qu'on est tous avec les mêmes tarifs. Hein. C'est le DRG, c'est un forfait. Donc, plus vite on renvoie un patient à la maison, moins on génère de coûts à l'hôpital. Mais il ne s'agit pas de le jeter dehors. Dans l'arc jurassien, les gens sont renvoyés à la maison avec des soins, avec un médecin qui se rend à domicile si nécessaire, avec des infirmières. Mais les soins à domicile, ça va vous coûter 200 à 300 francs par jour, alors que des soins dans un hôpital, ça coûte entre 800 et 1000 francs par jour. Donc déjà ça, c'est une économie qui ne se fait pas au détriment du patient, parce que le patient, en plus, il est content d'être à la maison avec de l'aide. Il ne serait pas content d'être à la maison tout seul à se débattre contre ses problèmes. Mais si on le met à la maison avec de l'aide, le patient, il est content. C'est une plus-value pour lui. Et c'est une plus-value pour le système parce que ça coûte beaucoup moins cher que d'hospitaliser. Et il faut s'attaquer à ce problème de sur-hospitalisation stationnaire qu'on a en Suisse. Ça, c'est le problème numéro 1. Et puis, si on veut couper quelque chose, plutôt que de couper les primes ou de plafonner les primes, coupons les subventions, parce que si on observe le territoire suisse et les augmentations de primes, on se rend compte que les augmentations de primes sont à peu près équivalentes à la distribution des subventions aux acteurs de la santé. Mais c'est-à-dire les acteurs publics, donc les hôpitaux universitaires. Il y a des hôpitaux privés qui reçoivent aussi des subventions des fois. Par exemple, lorsque nous avons repris l'hôpital de la Providence à Neuchâtel, c'est un hôpital qui recevait, privé, qui recevait 3,6 millions de subventions par année. Aujourd'hui, c'est un hôpital qui remplit le même rôle qu'avant, voire plus, qui ne reçoit pas de subventions et qui est profitable. Ouais. Alors, pour les mesures très concrètes aujourd'hui, Estelle Reva, d'abord, est-ce que la question, c'est est-ce qu'on peut supporter, pour l'année suivante, est-ce qu'on peut supporter encore de pareilles hausses? Et sinon, quoi faire? Avant de vous faire agir, je vous fais écouter Pierre-Yves Maillard, justement, qui, il y a quelques semaines sur notre plateau, donnait cette injonction-là. La seule chose qu'on devra faire, que les cantons devront faire cet automne, rapidement, c'est d'améliorer, il n'y a pas d'autre solution immédiate, c'est d'améliorer la réduction des primes. Et surtout de ne pas détricoter... Les contribuables cantonaux payent finalement vous savez, de manière la facture aussi. C'est l'une des... Si on peut maîtriser les coûts, eh ben, il faut le faire, j'ai donné une proposition concrète. Si on ne peut pas maîtriser les coûts et qu'on envoie la facture en francs par tête, comme l'a dit Pascal Broulis, en plus en faisant payer des primes aux enfants, il y a une injustice tellement crasse. Je veux dire, c'est la poll tax, c'est l'impôt par tête du Moyen-Âge, et donc qu'on rééquilibre un peu en sollicitant, d'ailleurs les budgets publics dans la plupart des cantons vont bien, eh ben, il faut rendre cet argent qui souvent est en excédent, à part dans mon canton, puis que la nouvelle majorité vide les caisses. Mais à part ça, dans beaucoup de cantons, il y a des excédents. Il faut que cet argent soit rendu aux gens sous forme de réduction de primes, qui est l'impôt qui leur fait le plus mal. Pour cet automne, malheureusement, il n'y aura pas d'autre solution. Prise en charge par les cantons des excédents de primes, Estelle Reva? Moi, je vois quand même un problème, parce que si on regarde le programme d'économie du Conseil fédéral, on voit qu'il y a cette envie de répartir différemment les tâches et de laisser beaucoup plus de tâches aux cantons. Le pouvoir d'achat, ce n'est pas que les primes, c'est aussi l'accueil extrafamilial, c'est aussi le prix de l'éducation, c'est beaucoup de choses en fait. Et on voit que les cantons ne vont pas pouvoir absorber ces 4 milliards de transferts de charges. Donc oui, effectivement, tout de suite, là, situation d'urgence, je comprends bien qu'il faut que les cantons fassent ce qu'il faut pour que les gens puissent payer leurs primes, éviter de s'endetter de façon inextricable et pouvoir juste vivre dignement. Mais il y a un moment, je pense, où la Confédération ne pourra pas juste dire c'est aux cantons de reprendre les tâches qui, juste que là, incombaient à la Confédération.
Donc il va falloir qu'il y ait une discussion un peu plus équilibrée, j'imagine, parce que bon, voilà, c'est bien de payer 4 milliards pour l'armée. De mon point de vue, c'est un peu trop. Mais le prix à payer, il est énorme en termes de cohésion sociale, en termes de formation, de recherche, d'innovation. Il ne faut pas oublier que la Suisse, quand même, sa richesse première, c'est justement l'innovation. Et puis, tout ce qui touche au porte-monnaie des gens, des familles, on voit l'accueil extra-familial, c'est quand même assez important pour les familles. Si la Confédération ne paye plus, les cantons ne vont pas pouvoir pallier à tout ce que la Confédération payait jusque-là. Donc, à un moment, qu'est-ce qui va se passer? Ces charges, elles se reportent sur le porte-monnaie de la population. Et ça, c'est un problème. Céline Amoudru, qu'est-ce qu'on fait tout de suite maintenant pour ces 20 voire 30% de gens qui ne se soignent plus aujourd'hui en Suisse? Bon, moi, je vous l'ai dit, je ne vais pas répéter ma proposition, mais je pense, contrairement à M. Hubert, que le gel des primes... Mais s'il n'était pas accepté, justement, qu'est-ce qu'on fait déjà, allons-y. Si on n'est pas accepté, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui... Bon, il y a une votation qui se présente au mois de novembre, EFAS, qui est très controversée dans nos deux partis respectifs. Une révision d'Alamal, exactement, à laquelle on n'a pas grand-chose compris. Où personne ne va pas comprendre grand-chose. Et la question, c'est de savoir, est-ce que vraiment on va faire une économie comme c'est sous-entendu de 1 à 3 milliards ou pas? Et elle est fortement remise en question. Et je pense notre Assemblée va à la fin... dire non, ne pas soutenir, parce qu'on promet une réduction des primes et ça semble clairement que ce ne sera pas le cas. Donc je pense que EFAS n'est pas forcément la solution, et ça fait 15 ans qu'on en parle au Parlement, ça vient d'une initiative de notre ancienne collègue Humbel du Centre. Voilà. Donc j'ai envie de dire à la population, vraiment... motivez vos parlementaires à geler les primes. L'idée, encore une fois, c'est provisoire. Je sais que c'est la conséquence, que ce n'est pas la cause, mais en touchant la conséquence, on va obliger les gens à résoudre la cause. Aujourd'hui, il faut contraindre les gens. Sinon, moi, ma plus grande crainte, je le répète, c'est qu'on se retrouve avec une caisse unique, et la caisse unique, on peut voir les exemples des pays qui nous entourent, eh bien, ça ne fait pas rêver. La caisse unique, je rappelle qu'aujourd'hui, ça va engendrer des engagements supplémentaires au niveau des fonctionnaires. Et on sait que le salaire... pas le débat. Non, mais quand même, il faut le dire, parce qu'on laisse croire que la caisse unique est la solution à la réduction des coûts de la santé. C'est faux. C'est faux, c'est pas vrai. Pour moi, c'est une fausse vérité, pour pas dire un mensonge de la gauche, qui fait que de nous expliquer que la caisse unique va résoudre les coûts de la santé. Ce n'est pas vrai. Là, on touche de nouveau pas à la cause, on fait une étatisation supplémentaire, et encore une fois, la concurrence peut être bonne. Maintenant, ça ne veut pas dire que la solution et les primes qu'on paye tous les mois, elle est correcte et qu'elle est supportable par la population. Ce que je veux juste dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le risque, c'est qu'on se retrouve avec un système que la gauche met en place et qui, pour moi, va à la catastrophe. Oui, je veux juste parce que... La gronde sociale, effectivement, la colère sociale, c'est quelque chose qu'on risque aussi très très rapidement à Selreva. Oui, j'aimerais juste rappeler encore une fois que la gauche est vraiment très minoritaire. Donc franchement... Mais c'est pas vrai, arrêtez de dire cela. C'est absolument vrai. Vous êtes le deuxième plus grand parti de Suisse. On est 41 sur 200, la majorité étant 63. Eh bien oui, mais vous avez des alliés naturels qui ont plutôt tendance à vous soutenir. Non, c'est pas vrai. Non, mais vous êtes majoritaire. Non, mais vous n'allez pas nous faire verser la petite larme ce soir. Je veux dire, il faut arrêter, vous êtes le deuxième plus grand parti. C'est juste un fait. En fait, c'est un fait en chiffres, donc je crois qu'il n'y a pas besoin de débattre là-dessus. Et à un moment, ça fait longtemps qu'il y a une majorité de droite. Nous, on attend vos propositions concrètes. Et effectivement, très probablement que le fait de geler les primes, on soutiendra. D'ailleurs, je crois que ça a été déjà dit, donc ce n'est pas la question. Mais ensuite, comme vous l'avez dit, Madame Amoudru, ce n'est pas une solution pérenne. C'est à un moment donné pour forcer à ce qu'il y ait des solutions qui arrivent. Mais ces solutions, elles doivent arriver. Parce que si on gèle les primes et qu'il n'y a pas de solution qui arrive, on totalement d'accord. On doit conclure maintenant, et je crois, malheureusement, Stéphanie Moreau, je n'arrive pas à vous dire, mais pour EFAS, d'après ce que j'ai compris, c'est non. Je suis d'accord avec Madame Amoudru, il n'y aura pas d'effet sur les coûts. D'accord, voilà, on conclut comme ça ce débat sur ce point qui ne se conclura pas évidemment avant longtemps, malheureusement. Merci à tous nos invités, Antoine Hubert, à qui on a fait une grande pub pour son réseau de l'Arc et ses cliniques. Céline Amoudru, Stéphanie Monod, Estelle Reva, merci à vous de votre confiance et de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain, peut-être pour parler des woke ou peut-être pour parler du Moyen-Orient. On verra ce qui se passe. En attendant, une excellente soirée, une très bonne semaine à toutes et tous.
Infomaniac, le cloud éthique vous a présenté le point.